Avant toute chose, nous retrouvons l'information, un journal magazine qui vous est présenté par Gabriel Attal. Gabriel, bonjour. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Bienvenue dans ce journal que vous pouvez suivre en direct et en vidéo sur notre chaîne YouTube Radio J, sur notre site internet radioj.fr et sur notre application smartphone Radio J officielle. Tsahal a ouvert le feu ce midi sur des tireurs d'élite du djihad islamique près de Khan Younes dans la bande de Gaza après qu'ils aient tiré sur des soldats israéliens. Aucun blessé n'a été recensé dans l'incident. Benjamin Netanyahou a proposé un débat sans prompteur à Benny Gantz qui a balayé rapidement l'idée d'un revers de main. Qu'est-il arrivé à Netanyahou ? Avez-vous peur qu'il y ait une date pour votre confrontation avec les témoins à charge ? Alors vous faites diversion, a déclaré le leader de l'Alliance bleu-blanc. Et environ 500 personnes ont débarqué aujourd'hui du navire de croisière japonais Diamond Princess, dont 2 Israéliens. Tous ces passagers ne sont pas contaminés et n'ont pas été en contact avec les autres personnes à bord atteintes du coronavirus. En France, la CGT menace de claquer la porte de la conférence de financement au lendemain du début des travaux des partenaires sociaux. Le syndicat dénonce un manque de marge de manœuvre et un compromis impossible avec l'exécutif. Et à la fin de ce journal, vous retrouverez l'émission Israël Startup Nation présentée par Daniel Rouache. Radio J. Tsahal a attaqué ce midi un groupe de tireurs d'élite du groupe terroriste djihad islamique dans le sud de la bande de Gaza près de Khan Younes après avoir tiré sur des soldats israéliens en territoire israélien. Il n'y a pas eu de blessés dans cet incident. La proposition n'aura pas duré longtemps. À 12 jours des élections législatives israéliennes, Benjamin Netanyahou a invité son rival Benny Gantz hier à débattre en direct à la télévision sans prompteur. Tout comme aux États-Unis, nous pouvons même avoir plusieurs séries de débats sur diverses questions. Ma seule demande est de ne pas utiliser d'oreillette, a déclaré le Premier ministre. Le leader de l'Alliance bleu-blanc a rapidement rejeté l'offre. Qu'est-il arrivé à Netanyahou ? Avez-vous peur qu'il y ait une date pour votre confrontation avec les témoins à charge ? Alors vous faites diversion. Le 17 mars, vous vous rendez devant les tribunaux et l'État d'Israël doit aller de l'avant, a tweeté l'ex-chef d'état-major. Revue de presse à ce sujet de Daniel Haïk en partenariat avec le studio Kalita. Arrête rappelle que c'est la première fois depuis 1999 qu'un tel débat télévisé est proposé. Amit Segal, l'analyste politique de la chaîne 12, affirme, ou en tout cas il affirmait avant de connaître la réponse négative de Benny Gantz, que cette proposition pouvait servir les intérêts de Netanyahou, d'abord parce que le Premier ministre a bien plus d'expérience que son challenger face aux caméras, mais aussi parce que si Gantz refuse, comme il l'a fait d'ailleurs, Netanyahou pourra toujours lui faire ce reproche dans le courant de la campagne jusqu'aux élections du 2 mars prochain. Pour Gantz, c'est un peu un quitte ou double. S'il passe avec succès l'épreuve de ce débat télévisé, il aura alors des chances de briser l'équilibre actuel, mais sinon, alors il pourrait effectivement sortir perdant. D'autres informations électorales dans la presse israélienne de ce matin. Le judaïsme unifié de la Torah orthodoxe ashkénaze essaie de séduire l'électorat d'Otzma Yehudit, la force juive, en affirmant que cette formation conduite par Itamar Ben-Gvir n'a aucune chance de passer le seuil d'éligibilité. Réaction de Ben-Gvir: où étaient les orthodoxes au moment de l'expulsion des habitants du Gush Katif en 2005? Et toujours dans le Israël Hayom, Ayelet Shaked affirme que si elle a l'occasion de revenir au ministère de la Justice, ce qui paraît plutôt improbable dans la conjoncture actuelle, eh bien, elle œuvrera afin de réduire les prérogatives du conseiller juridique du gouvernement. Et puis la chaîne 12 a diffusé hier soir des enregistrements d'une conversation entre celui qui est considéré comme l'éminence grise de la famille Netanyahou, Nathan Eshel, et le leader de Otzma Yehudit, justement Itamar Ben-Gvir. Dans ces enregistrements, Eshel ne cache pas que Netanyahou préférerait de loin avoir Ben-Gvir à ses côtés plutôt que Naftali Bennett, qui n'est ni plus ni moins que l'actuel ministre de la Défense. Enfin, dans le Maariv, Benny Gantz affirme que l'État d'Israël n'a pas su intégrer comme il le fallait les Olim d'Éthiopie, une manière pour le président de Bleu-Blanc de contrer le blitz que le Likoud entend mener pour recueillir les voix de cette communauté. Et selon un dernier sondage de la chaîne israélienne 13, la formation de Benny Gantz, Bleu-Blanc, obtiendrait 36 sièges lors des prochaines élections du 2 mars sur les 120 sièges de la Knesset contre 33 pour le Likoud de Netanyahou. Et les élections législatives ont déjà commencé pour les diplomates israéliens en poste à l'étranger. Ils sont les premiers à voter et ont commencé à le faire. Quelques 5200 Israéliens en poste à l'étranger au sein de 96 ambassades et consulats
peuvent voter de 8h à 21h aujourd'hui selon l'heure locale du pays où ils sont affectés. Le coup d'envoi a été donné en Nouvelle-Zélande à 9h du matin, heure locale, et se déplacera lentement vers l'ouest pour se terminer à San Francisco environ 30 heures plus tard, a indiqué le ministère des Affaires étrangères israélien. Benny Gantz a réagi à l'annonce de la date du procès de Benjamin Netanyahou le 17 mars prochain en la qualifiant de jour triste pour Israël et ses citoyens. Le 17 mars, Netanyahou perdra son mandat et son procès commencera. L'ère Netanyahou est terminée, a déclaré le leader de l'Alliance Bleu-Blanc lors d'un meeting de campagne hier soir à Rehovot. Netanyahou ne peut pas prendre soin des citoyens israéliens. Gantz a assuré qu'en tant qu'ancien chef d'état-major de l'armée, il savait à quel point il était important qu'un premier ministre soit disponible à tout moment. Voulez-vous un premier ministre qui sera jugé ? A lancé Benny Gantz au public. Netanyahou sera jugé et nous prendrons le relais. J'ai entendu Gantz parler d'un triste jour pour Israël. Ce sera un triste jour pour Israël s'il forme un gouvernement avec Ahmed Tibi, le numéro 3 de la liste arabe unie, a réagi Benjamin Netanyahou. C'est le 17 mars que s'ouvrira donc à Jérusalem le procès de Benjamin Netanyahou, 2 semaines après les élections législatives, mais toujours dans une période sensible pour le Premier ministre israélien qui va devoir jongler avec les calendriers politiques et judiciaires. Les explications à Jérusalem de Pascal Sunshine. Seule bonne nouvelle pour Benjamin Netanyahou, la date du 17 mars pour la première audience de son procès devant le tribunal de district de Jérusalem lui épargne une comparution avant les législatives. Mais il va devoir dès maintenant préparer sa stratégie de défense. D'abord, le Premier ministre israélien a la possibilité de demander un report d'audience. Ses avocats peuvent demander la communication de pièces supplémentaires et le temps nécessaire pour les étudier. Ensuite, ses défenseurs peuvent aussi demander à ce qu'il soit dispensé de comparaître en personne, comme le prévoit la procédure pénale. Son statut de chef de gouvernement peut justifier qu'il soit trop pris par les affaires de l'État pour passer plusieurs heures sur le banc des accusés. Toutefois, la première audience, qui est uniquement consacrée à la lecture de l'acte d'accusation, est censée être une garantie des droits de l'accusé qui doit entendre et comprendre le détail des faits qui lui sont reprochés. Reste que l'impact en termes d'image d'un Premier ministre en position d'accusé devant ses juges est évidemment désastreux, d'autant que 15 jours après le scrutin, on sera très probablement au cœur des tractations pour la formation du nouveau gouvernement, et il ne fait pas de doute que sa situation judiciaire affaiblira la position politique du Premier ministre, qu'il soit ou non en charge à ce moment-là de la formation de la coalition. Ensuite, il faudra voir comment les 3 juges désignés pour conduire le procès décideront d'agir. Dans ce type d'affaires, il est assez fréquent que les magistrats préfèrent rapprocher le plus possible les audiences, si possible à un rythme quotidien, surtout quand, comme ici, il s'agit de plusieurs affaires regroupées en une seule procédure et que leur nature est particulièrement complexe. Cela signifie que le déroulement du procès aura nécessairement un effet sur les activités de Benjamin Netanyahou, en particulier s'il est encore à la tête du gouvernement. Il arrivera nécessairement un moment où il lui sera difficile de mener de front sa défense et la conduite de la politique du pays. Benjamin Netanyahou est inculpé, on le sait, de fraude, abus de confiance et corruption dans 3 affaires différentes. Le dossier 1000, dit affaire des cadeaux, où il est accusé d'avoir demandé et accepté des cadeaux de manière régulière de membres de son entourage. Le dossier 2000, dit affaire Noni Moses, son co-accusé, propriétaire du journal Yediot Aharonot, avec qui il est accusé d'avoir projeté une législation contre un quotidien concurrent en échange d'une couverture médiatique favorable. Et enfin, le dossier 4000, dit affaire Bezek, où Benjamin Netanyahou est accusé d'avoir contourné la loi sur la régulation des monopoles pour favoriser le rachat du groupe de télécom Bezek par Shaul Elovitch, lui aussi inculpé, en échange, là encore, d'une couverture médiatique favorable sur son site Walla News. Parmi les 3 juges désignés par le tribunal de district de Jérusalem, 2 sont déjà connus pour leur position sévère dans les dossiers impliquant des politiques, ce qui évidemment ne préjuge pas de leur décision dans le procès Netanyahou. Benjamin Netanyahou toujours a déclaré lors d'un meeting de campagne à Rishon LeZion qu'un plan avait été approuvé pour permettre l'immigration de 400 juifs éthiopiens
éthiopiens en Israël et que 43 d'entre eux pourraient atterrir la semaine prochaine en Terre Sainte. Je pense que le premier avion décollera la semaine prochaine, a déclaré le Premier ministre à propos de cette mesure qui permettra aux nouveaux immigrants de retrouver les membres de leur famille déjà installés en Israël. Le ministère de la Santé a de manière controversée facilité les demandes de contrôles médicaux et de vaccination des Juifs éthiopiens afin d'accélérer le processus et leur permettre d'arriver avant les élections du 2 mars selon la chaîne 13. Le cabinet a approuvé la demande des nouveaux immigrants malgré l'opposition du procureur général Avichai Mandelblit qui a fait valoir dans un avis juridique que cette décision pouvait être interprétée comme un stratagème de campagne à 2 semaines du scrutin. Plus de 500 passagers ont débarqué aujourd'hui au Japon du navire de croisière Diamond Princess après 2 semaines en quarantaine. Parmi eux, 2 Israéliens. Les 10 autres ressortissants de l'État hébreu seront libérés demain soir. Ils seront accueillis au centre médical Sheba, situé à Ramat Gan, près de Tel Aviv, où un hôpital de campagne a été mis en place. Le paquebot est devenu la plus grande concentration d'infections en dehors de la Chine, avec à présent 621 personnes infectées sur environ 3700 passagers et membres d'équipage qui étaient initialement à bord. Dans le monde, le bilan du coronavirus est de 2004 morts et plus de 74 000 cas confirmés de contamination. La région du Triangle dans le nord d'Israël ne fera pas partie d'un État palestinien, a déclaré hier soir le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu dans une interview à la chaîne israélienne de langue arabe à la TV. Interrogé sur la section du plan de paix du président américain Donald Trump qui soulève la possibilité de négocier la zone à prédominance arabe qui comprend al-Fam, Kafr, Kara, Baka al-Garbiya et plus à l'autorité palestinienne, Netanyahou a répondu « Il y a une vague déclaration dans le plan qui n'a aucun sens. Il n'y aura en aucun cas de transfert de population. Je m'y oppose en principe », a ajouté le chef du gouvernement israélien. Radio J, il est à présent 14h13. On va marquer une courte pause et on revient dans un instant pour la suite du journal. Oui, Philippe, le ministre de la Défense, Naftali Bennett, a déclaré dans une interview au Yediot Aharonot aujourd'hui qu'il était prêt à donner au Hamas une chance d'appliquer pleinement les accords de cessez-le-feu. Il a ajouté qu'Israël se préparait néanmoins à une campagne militaire qui conduirait à un changement fondamental dans la bande de Gaza. Quelques heures seulement après que Tsahal a annoncé un nouvel assouplissement des restrictions sur l'enclave contrôlée par le Hamas, Naftali Bennett, numéro 1 de la liste Yamina, a affirmé que si le groupe terroriste poursuivait ses attaques violentes contre Israël, il risquait un printemps très douloureux. S'il renouvelle les attaques de ballons et de roquettes explosifs, nous fermerons à nouveau la frontière, a déclaré Naftali Bennett, se référant au permis d'entrée supplémentaire accordé par Israël aux marchands de Gaza. Le ministère du Logement a déposé à la mairie de Jérusalem un projet de construction de 9000 nouveaux logements à Jérusalem-Est sur le site de l'ancien aéroport d'Atarot, fermé en 2000 lorsque la seconde intifada a éclaté. Le projet doit encore être approuvé par les autorités et cela pourrait prendre des années selon une ONG locale. Un jeune Palestinien a succombé à ses blessures aujourd'hui après avoir été blessé par balle lors de heurts avec les forces de sécurité palestiniennes en Judée-Samarie, a indiqué le ministère local de la Santé. Hier, Salah Zakarna, 17 ans, a été blessé à la poitrine lors d'affrontements violents qui ont éclaté entre les forces de sécurité et des hommes armés dans le secteur de Kabatia, localité dont il était originaire, située près de Jenin. 3 autres personnes, dont un membre des forces de sécurité, ont été blessées lors des émeutes. Les violences ont éclaté alors que des forces palestiniennes tentaient d'empêcher des coups de feu de célébration pour la libération d'un détenu d'une prison israélienne. C'est une première depuis 8 ans et le début du conflit en Syrie. Un vol civil réservé par des ministres syriens et des journalistes a atterri aujourd'hui à l'aéroport d'Alep en provenance de Damas. Ce vol intervient quelques jours après que les forces gouvernementales ont reconquis tous les secteurs autour d'Alep, sécurisant la 2e ville du pays en repoussant djihadistes et rebelles qui tiraient des roquettes sur la grande métropole du Nord. En France, le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, a indiqué ce matin sur France Inter que la fin des imams détachés, c'est-à-dire envoyés par d'autres pays, était prévue pour 2024. J'ai indiqué aux pays étrangers qui sont les pays d'origine, le Maroc, la Turquie et l'Algérie, que l'échéance c'est 2024, a insisté le ministre.
Il a également précisé que le nombre de psalmodieurs reçus chaque année durant le ramadan sera quant à lui abaissé dès le prochain ramadan au mois d'avril. En déplacement à Mulhouse hier, Emmanuel Macron avait dévoilé un plan contre le séparatisme islamiste. Le président français a aussi annoncé un contrôle renforcé des financements étrangers des lieux de culte pour pouvoir bloquer des projets suspects. Le chef de l'État a également décidé l'arrêt dès la prochaine rentrée scolaire d'un dispositif de cours facultatifs en langue étrangère dispensé par des enseignants désignés par les gouvernements d'autres pays, déplorant l'absence de contrôle sur ces enseignements. Dans une interview au Parisien aujourd'hui, Agnès Buzyn, candidat à La République En Marche pour les municipales à Paris, a accusé Cédric Villani de poser un rapport de force dans le cadre d'un éventuel rapprochement de leur candidature avant le premier tour. Moi, je lui ai tendu la main, mais il a posé des conditions strictes. Ce n'est pas comme cela que je travaille. Je ne suis pas dans le rapport de force. Et là, il a posé un rapport de force, a observé Agnès Buzyn, en notant toutefois qu'il n'y avait pas de tension entre eux. Nous nous apprécions, nous nous respectons, a affirmé l'ancienne ministre de la Santé. Et puisqu'on parle des municipales à Paris, selon un sondage Odoxa, Rachida Dati passe devant Anne Hidalgo pour la première fois depuis le début de la campagne. La candidate Les Républicains est créditée de 25% d'intention de vote, soit une progression de 5 points devant la maire socialiste sortante à 23%. Agnès Buzyn est troisième avec 17%. Un point de gagné par rapport à son prédécesseur Benjamin Griveaux. Elle devance le candidat écologiste David Béliard à 14% et Cédric Villani qui perd 3 points et totalise lui 7%. Le bâtonnier de Paris a demandé à Juan Branco de renoncer à défendre Piotr Pawlenski dans l'affaire Griveaux en raison notamment de l'absence de distance entre l'avocat et les actions de son client, a annoncé aujourd'hui le barreau dans un communiqué. L'avocat et essayiste avait dit avoir conseillé Pawlenski sur les vidéos à l'origine du retrait de Benjamin Griveaux avant leur diffusion. Le parquet ne peut pas s'opposer seul au choix d'un avocat, mais il peut, lorsqu'il redoute un conflit d'intérêts, saisir le bâtonnier pour qu'il tranche la question. C'est finalement Maître Yassine Bouzrou qui a été désigné hier pour assurer la défense de l'artiste russe de 35 ans. Piotr Pawlenski et Alexandra de Taddeo ont été mis hier en examen pour atteinte à l'intimité. La conférence de financement ne démarre pas vraiment bien. La CGT menace de la quitter au lendemain simplement du début des travaux des partenaires sociaux. La numéro 2 du syndicat, Catherine Perret, dénonce sur Radio Classique un manque de marge de manœuvre et un compromis impossible avec l'exécutif. Le syndicat se réunira donc demain avec l'intersyndicale afin d'organiser une conférence de financement alternative, sérieuse et ouverte où l'on proposera un autre modèle de société, a-t-elle déclaré. Nous n'avons pas de temps à perdre. Parallèlement, la conférence de financement entamée avec le gouvernement hier se poursuivra demain, mais avec un invité en moins. Bien sûr qu'elle continuera, a réagi le secrétaire d'État chargé des retraites, Laurent Pietraszewski. Il n'y a pas que la CGT dans le paysage, mais je regrette qu'un grand syndicat claque la porte à ce type de dialogue, car elle a toute sa place. Ceux qui restent ont du travail. Le premier réacteur de la centrale nucléaire de Fessenheim sera fermé samedi. Le deuxième réacteur suivra le 30 juin. Une première étape dans la stratégie énergétique de la France, a salué Matignon, bâti à la frontière entre la France et l'Allemagne, non loin de la Suisse. La centrale est devenue le symbole de tous les dangers de l'atome pour les antinucléaires des 3 pays qui n'ont cessé de pointer. Outre le vieillissement qui complexifierait le remplacement de certaines pièces, une situation en contrebas du Grand Canal d'Alsace et dans une région à la sismicité avérée. Des critiques qui se sont intensifiées après la catastrophe de Fukushima en mars 2011 au Japon. Radio J, il est 14h20, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'information à 15h. Et dans un instant, vous retrouvez l'émission Israel Startup Nation de Daniel Rouache. Bon après-midi à tous.